L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Lundi 4 mars 2024, mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes sur ESAE Télévision et c'est votre émission de décryptage de l'actualité internationale. Le monde en 52 minutes, ce lundi, le tout premier lundi du mois de mars. Je reçois pour vous Hulda Mama, elle est experte en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir aux téléspectateurs. Également avec nous, Hamzat Abdoulaye. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que tous les deux, ils sont experts en relations internationales. Nous démarrons par le Togo. Double scrutin, Faure Gnassingbé et sa troupe étaient en congrès. Ça s'est déroulé du côté de Kara. Les élections législatives et régionales décalées d'une semaine. Hamzat. Oui, les élections sont décalées au Togo pour la simple raison qu'au Togo, il n'y a pas d'alternance réelle au sommet de l'État. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que on évoque une commission indépendante, mais la commission, elle n'existe strictement pas parce que, justement, au Togo, c'est le chef de l'État qui annonce la pluie et le beau temps, et en ce qui concerne le calendrier électoral et ce qui concerne, bien entendu, la gestion des institutions dans le pays. Donc, c'est une décision qui ne surprend pas. Quand la tête n'est pas prête au Togo, c'est que le corps aussi n'est pas du tout prêt. Et c'est en cela, moi, j'estime que la question de la démocratie au Togo est une question perpétuelle qu'on continue de se poser. Est-ce que la démocratie existe au Togo? Est-ce que nous n'avons pas des élections cosmétiques pour servir uniquement la cause d'un système mis en place sous le père Feu Yadema? Et finalement, ça dessert beaucoup plus à cette jeunesse qui se sent privée. Oui, mais est-ce que la communauté internationale s'en plaint? Apparemment, elle-même, elle semble être à l'aise avec toute cette situation. Oui, quand vous évoquez la communauté internationale, je regarde d'abord autour du Togo, la sous-région surtout. Je cible surtout la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas tellement réagi parce que cette actualité ne semble pas l'émoustiller le moins du monde. Ça ne fait pas partie de ses priorités, c'est une certitude. Et ça rappelle une nouvelle fois que la CEDEAO, malheureusement, a un double agenda et malheureusement, ces types de questions ne l'intéressent foncièrement pas. À moins qu'il y ait vraiment grabuge, à moins qu'il y ait vraiment péril en la demeure, là on pourrait voir la CEDEAO sous ses meilleurs jours. Et c'est pas surprenant parce que, vous savez, les organisations sous-régionales, à l'instar de cette CEDEAO, j'évoque l'Union africaine, sont très attentistes face à ce cas de figure. Et je pense que le président Faure a pris le temps de mater le terrain, de communiquer une sorte de domination déjà à l'échelle nationale, ensuite à l'échelle sous-régionale, où il est littéralement adulé par rapport à sa gestion de ce genre de crise liée au coup d'État qu'il y a eu. Mais c'est pas une raison, c'est absolument pas une raison pour ne pas dire le droit, pour ne pas rappeler qu'une élection
doit se dérouler non seulement à bonne date, mais en plus doit réunir absolument toutes les forces politiques du pays, parce que le multipartisme ne doit pas rester uniquement un concept dans les papiers, mais aussi sur le terrain. Et malheureusement, aujourd'hui, le cas du Togo est un cas déplorable en matière de démocratie, déplorable aussi en matière de la liberté d'expression, de la liberté des droits de l'homme également. Et je fais une parenthèse pour rappeler... Non, je ne vais pas te laisser faire ta parenthèse, je vais me retourner vers Ouda, parce que si je te laisse la parole à toi tout seul, on ne terminera pas rien que sur ce premier sujet. Alors Ouda, dites-nous un peu, le parti au pouvoir UNIR a décidé d'aller en congrès, c'était le 2e congrès depuis la création de ce parti. Alors, les élections régionales et législatives, est-ce que c'est ça qui a poussé le parti de Fort à aller en congrès, et on décide de convoquer un congrès, mais on ne sait pas de quoi est-ce qu'on parlera lors du sommet Alors, on ne sait pas de quoi on parlera, on ne sait pas également la raison profonde du report de l'élection du 13 avril, du double scrutin, vous l'avez rappelé, législatif et pour la première fois régional, donc du 13 avril au 20. On ne connaît pas les raisons, encore une fois, ça rappelle le mode de gestion assez centralisé et autoritaire du pouvoir togolais. On parlait de l'intervention et en tout cas du silence de la communauté internationale, à commencer par l'espace communautaire que l'on connaît, la CEDEAO. Ça dit la limite, je voudrais rebondir sur un terme que Hamzat a employé, le terme de droit. Ça dit la limite de la notion de l'égalité, parce que, et la limite également de du positionnement traditionnel de la CEDEAO, est reflété là sur le cas d'espèce du Togo, parce qu'on parle de droit, et lorsqu'on parle de droit, il faut rappeler quand même qu'il y a une révision de la Constitution en 2019 qui a accordé, en tout cas, qui a fait passer la Constitution donc du septennat au quinquennat, et la mesure la plus importante, en réalité, est la rétroactivité de cette mesure, à savoir que le président en place, Faure Gnassingbé, pourra se présenter à la prochaine élection en 2025, a pu se présenter grâce à cette révision en 2020 et pourra se présenter également en 2025. Accessoirement, cette révision de la Constitution lui octroie également le statut de sénateur à vie qui est accompagné d'une confortable et gracieuse, comment on dit ça, immunité. Donc, je parle de la limite de la notion de droit parce que tout est légal ici. Tout est légal. Et justement, c'est là où parfois il faut dépasser le droit. Et c'est là où la philosophie politique et même l'histoire a dégagé un principe qui nous permet, lorsque le droit est inique, de dépasser le droit et d'emprunter et de mobiliser le concept de légitimité. Et c'est la légitimité est au-dessus du droit. C'est-à-dire, c'est une espèce de conception absolue du bien. Et c'est vers cela que l'on tend tous, avec nos limites spatio-temporelles, nos conceptions du bien qui sont spatio-temporelles. Au nord, en tout cas, ils ont des normes sociales que l'on n'accepte pas ici, et vice-versa. Mais on tend tous, humainement, vers cette notion de légitimité. Donc c'est la limite, en fait, de se confiner à la conception de droit. Et parce que la CEDEAO se base sur le droit, elle aura du mal ici à agir et à interpeller Faure Gnassingbé sur cette perpétuation de la dynastie politique. Ensuite, si l'on dépasse l'espace communautaire, il est intéressant de noter les alliances qu'a pu nouer au fil du temps le Togo. Il faut dire que Faure Gnassingbé a joué avec assez de finesse une sorte de double jeu, à savoir se présenter sur la scène communautaire, voire sur la scène africaine comme un espèce de parrain, un espèce d'habit des régimes frondeurs, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger plus récemment, et d'autre part, et également en intégrant le Commonwealth, donc en prenant ses distances avec la francophonie. Donc vous avez tout le temps nouant des alliances et renforçant des alliances avec les États-Unis. Parce qu'il y a un alignement des votes du Togo sur les positions américaines à l'Assemblée générale de l'ONU, concernant Israël, concernant l'Ukraine, et également récemment, le Togo a obtenu le statut de membre observateur de l'Organisation des États américains, donc parrainé là et dominé largement par les États-Unis. Donc vous voyez qu'il y a un double jeu, un fin jeu de la part de Faure Gnassingbé, qui, on peut imaginer ce ménage, qui va aller loin, ménage sa monture. Il se taille cette stature internationale justement pour se préserver
eh bien, de cet œil inquisiteur de cette communauté à l'intérieur, parce qu'ils ont besoin de lui. Ils ont besoin de lui pour faire la paix, ils ont besoin de lui pour négocier, pour être le médiateur en chef dont il a pu, en tout cas, se révéler ces dernières années. Ils ont besoin de lui, et lui, il le sait, ils ont besoin de quelqu'un comme ça. Et en tout cas, il a réussi également, c'est quelque chose qui, sans doute, il ne manquera pas de mobiliser la victoire sur le Bénin à l'égard du port autonome de Cotonou, voilà. Et son port à lui qui prend de l'ampleur avec l'affaire du Niger. Alors, généralement, la communauté internationale, on sait, lorsqu'on n'a plus besoin du toit, on use de tous les moyens pour pouvoir te dégager. Alors, je me retourne vers vous, Hamzat. On a vu, par rapport à ce double scrutin, la société civile dénonçait déjà, le processus de démocratisation inachevé, mais aussi, d'un autre côté, exhorter l'opposition à ne pas boycotter ce double scrutin. Oui, ça dit tout sur la teneur des élections au Togo. Là, on supplie une certaine classe politique pour pouvoir compétir aux élections, ce qui quand même révèle une chose très importante, c'est que le Togo de Faure-Gnassingbé, c'est un Togo avec l'unicité d'un parti. Vous avez évoqué l'UNIR tout à l'heure, mais il n'y a pas d'alternance politique. J'insiste vraiment là-dessus. Et le multipartisme au Togo est véritablement factice. Vous voulez dire que les choses ne pourraient pas changer du jour au lendemain au Togo? Ça ne change pas. On a vu ailleurs où des régimes étaient vraiment ancrés, mais paf, en quelques temps, on a vu ces régimes sont tombés comme des châteaux de cartes. Oui, ce n'est pas exclu. Il n'y a pas une durée illimitée de ce type de pouvoir en Afrique ou dans le monde. C'est une certitude. Mais je veux dire que Faure-Gnassingbé maintient véritablement les institutions, domine les grands électeurs, et malheureusement, les véritables opposants ne sont même pas au Togo aujourd'hui. Donc, c'est autant de choses qui l'un des véritables opposants a d'ailleurs passé la pipe aujourd'hui, l'ancien Premier ministre. C'est ce que je voulais dire lors de ma dernière prise de parole. Et ça démontre une nouvelle fois que l'opposition n'existe pas au Togo. Et on doit séparer les choses. Le Togo a une existence à l'extérieur. Jean-Pierre Fabre ne sera pas d'accord avec vous, dire que le Togo n'existe pas. Alors, quand je parle de l'inexistence du Togo, je parle dans le sens du respect des droits à l'intérieur, sur le plan national, sur l'échiquier national. Sur l'échiquier international, en revanche, et Wouldat a bien fait de le mentionner, le Togo jouit d'une notoriété. Exactement, d'une sorte de notoriété qui n'est pas vraiment propre à la diplomatie traditionnelle ou classique, parce qu'il n'évolue pas dans un couloir, et il est plus proche du multi-alignement de l'Inde, parce qu'il arrive à nouer véritablement des relations avec tout type d'États, les Occidentaux, les Chinois, les Turcs maintenant, et bien entendu renforcé avec les États-Unis. Donc ça, c'est à son actif. À l'international, Faure jouit d'une véritable notoriété basée sur sa stratégie diplomatique. Et dernièrement, vous allez le constater, pas dernièrement, mais depuis 2020 surtout, il a marqué véritablement sa présence sur l'échiquier sous-régional en s'impliquant activement dans les crises sous-régionales au Mali, au Burkina ou au Niger plus récemment, et voire même dans un précédent en Guinée. Donc c'est pour dire que même si à l'échiquier sous-régional, il jouit d'une très bonne notoriété, il n'en demeure pas moins qu'à l'intérieur, le Togo n'existe pas sur le cadre du respect des droits de l'homme, du respect du multipartisme, du respect des premiers principes fondamentaux de la démocratie. Et ça, c'est tout de même dommage, parce que là, nous amorçons au Togo les élections législatives et régionales. Et je ne suis pas du tout optimiste par rapport à une assemblée nationale qui soit véritablement conforme à ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire l'opposition, la réelle opposition présente et une mouvance présente. Alors, pour sortir de ce sujet togolais cet après-midi, Wouldat, c'est pour la première fois que nous voyons du côté du Togo quand même l'opposition décider de ne pas boycotter, surtout les législatives. L'opposition a décidé de parler d'une même voix. Et de l'autre côté également, ils étaient réunis en congrès, le parti au pouvoir, UNIR, mais ils n'ont pas pu désigner les têtes de liste des différents scrutins. Ils n'ont pas
pu trouver, ils n'ont pas réussi à s'entendre justement sur ceux qui devront vraiment porter le brassard par rapport à ces élections législatives. Alors, le fait que le parti ne réussisse pas à s'entendre, c'est-à-dire que le parti gardera toujours les anciens ténors qui sont là, c'est avec ces anciens ténors qu'ils ont aux élections, et l'opposition qui décide pour la première fois d'aller vers ces élections, de ne pas boycotter ces élections. Est-ce que nous pourrons avoir des surprises à l'issue de ce scrutin? Alors c'est tout à fait possible, même si quand même l'histoire de la vie politique togolaise nous a quand même montré un certain verrouillage des scrutins. Mais je dis c'est possible parce qu'il faut se rappeler qu'en 2018, malgré le boycott de l'opposition par l'opposition du scrutin, il faut quand même se rappeler que le parti au pouvoir a perdu 3 sièges. Ouais. Malgré le boycott, la fenêtre ouverte par le boycott, donc ça veut dire qu'il y avait une possibilité, il y avait une fenêtre d'opportunité pour l'opposition. Il faut se rappeler également que la révision de la Constitution de 2019 est passée à 90 voix, 91 voix contre 90, c'était à 1 voix près. Donc c'est dire qu'il est bien possible en réalité de s'immiscer et qu'il y avait réellement, encore une fois, une fenêtre d'opportunité pour l'opposition en 2018. Et c'est peut-être à l'aune de cela, d'ailleurs, qu'elle a décidé d'aller de façon bien concertée cette fois-ci. Et puis, il faut se rappeler aussi le spectacle assez désolant qu'elle a offert en 2020, quand là aussi son parti en rang dispersé, Agbeyome Kodjo, qui nous a quittés il y a quelques heures, littéralement, et bien, qui était arrivé deuxième et qui revendiquait la victoire. Je voudrais dire également par rapport à tout ce qu'on a évoqué, le multi-alignement du Togo et puis cette aura sous-régionale, continentale et en tout cas peut-être même internationale que ce ménage, que ce Taï Fornia Simbe, il faut dire qu'elle se fait au détriment du peuple togolais parce que on a tendance à voir un peu trop facilement et sur le registre de l'émotion comme ça le positionnement du Togo vis-à-vis des régimes frondeurs, encore une fois, là du Niger, et ça a été le cas du Mali, à la fois vis-à-vis des sanctions, également vis-à-vis du contentieux avec la Côte d'Ivoire et des 50 mercenaires ainsi que Bamako et les nommés. Donc on a tendance à oublier que le panafricanisme, c'est aussi à l'intérieur des frontières, c'est aussi d'aimer son peuple. On ne peut pas aimer les Africains à l'extérieur et ne pas aimer les Africains à l'extérieur et ne pas aimer son peuple à l'intérieur. Donc il y a un problème ici. Il faut rappeler aux dirigeants togolais les fondamentaux du panafricanisme, qui est le respect, la dignité de l'homme noir, où qu'il soit. Donc il faut également que les observateurs, les opinions publiques continentales et internationales aussi ne perdent pas de vue l'essentiel, à savoir bien, le manque de dialogue, le pourrissement du climat politique, la répression des opposants et le bafouement continuel des droits humains. Ça ne doit pas être perdu de vue. Il ne faut pas que le peuple togolais soit le sacrifié de cette montée en puissance diplomatique du Togo. Voilà. Alors, nous nous rendons du côté de l'Afrique centrale, au Cameroun plus précisément. Assassinat du journaliste Martinez Zogo, fin de l'information judiciaire. Assassiné en janvier 2023, le tribunal militaire de Yaoundé a bouclé le 1er mars 2024 l'information judiciaire. Hamzat. Il était temps. Le Cameroun, vous savez, ce pays que j'adore particulièrement, sur le plan de la justice, c'est très complexe, surtout quand il s'agit des affaires aussi complexes que celle d'un assassinat au sommet de l'État, qui embarque, plusieurs grands noms, plusieurs grandes figures de la classe politique camerounaise. Et je pense que il était tout de même temps d'y arriver, mais j'ose croire véritablement que la justice fera son travail sans être instrumentalisée, parce que le Cameroun, c'est tout de même un pays où quand les grands noms sont mêlés à des poursuites judiciaires ou à des contentieux judiciaires, il est difficile d'obtenir un résultat à la fin, sans tâche, qui n'implique, ou du moins qui puisse dire le véritable droit. Et je pense que ça va être ça, la véritable bataille de ces juges d'instruction qui ont été changés à plusieurs reprises. Mais pour ma part, je pense que
Je suis très sceptique. Je suis très sceptique par rapport à la fin de cette histoire. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y aura justice en grand caractère. Et c'est tout de même dommage pour la famille qui attend Voilà. par rapport à la vérité. Alors, comme l'a dit Hamzat, hein, le procès pourra enfin s'ouvrir parce que l'information judiciaire a quand même duré 1 an. De janvier 2023 à mars 2024, ça a quand même duré 1 an et 2 mois. Mais alors, comment comprendre que dans un pays où il y a la libre expression, nous en serons arrivés là? Tatiana, d'abord sur le temps de l'instruction, je ne pense pas qu'il soit si long que ça en réalité, étant donné les ramifications que l'on peut imaginer, parce que, bon, il faut se rappeler le martyr de Martinez Zogo, kidnappé, torturé, exécuté, etc. Et puis, quelques 2 semaines plus tard, un collègue à lui, prêtre, Jean-Jacques Olabébé, a été également assassiné dans des conditions assez analogues. Pour moi, le temps de l'instruction n'est pas particulièrement long, au contraire. Je pense que les autorités ont fait diligence, je pense, étant donné la médiatisation de l'affaire. Reste à savoir comment le procès va se conduire. Les avocats de la défense souhaitent qu'il soit même diffusé à la télévision, télédiffusé. Alors, il faut également se remettre dans le contexte du Cameroun et de la dénonciation de tous ces faits que brillamment faisait, en tout cas, Martinez Zogo. Il faut quand même dire que sans critiquer, sans jeter discrédit sur son courage. Il faut quand même dire, et cela rappelle par ailleurs le contexte du journalisme, les conditions du journalisme, le modèle économique des maisons de presse de façon générale sur le continent africain, c'est que Martinez Zogo était quand même sponsorisé par une partie du clan au pouvoir. En général, c'est une partie du clan au pouvoir qui se bat contre une autre. En fait, toute l'affaire repose sur ça. C'est en réalité un clash entre clans et le fond de la question est la succession, bien évidemment, au président Paul Biya. Donc ce sont 2 camps forts qui, via des journalistes interposés, se tiraient réciproquement dans les pieds, dénoncer des affaires comme ça, donc ils avaient leur journaliste qu'ils sponsorisaient, pour comme ça, affaiblir le camp opposé. Donc c'est tout ce contexte-là qu'il faut restituer, je pense, dans l'affaire Martinez Zogo, au-delà de son martyre, au-delà de son courage, encore une fois, que je ne veux pas discréditer, mais il faut quand même rappeler ce qui se joue en fond, c'est vraiment la succession à Paul Biya. Et si en tout cas si ça a été manifesté de façon aussi peu pudique, de façon aussi cruelle, aussi violente, ce n'est qu'un prélude de ce qui va arriver quand le chef ne sera plus là. Alors justement, je me retourne un peu vers vous, Hamzat. Lorsque vous suivez les débats au niveau des chaînes camerounaises, avec cette libre expression qui est sans limite chez les journalistes camerounais, est-ce que vous avez l'impression que ces journalistes soient vraiment en danger? Parce qu'on a entendu au lendemain du décès de Martinez Zogo où tout le monde est monté au créneau pour trouver que oui, les journalistes étaient en danger. Alors vous qui êtes quand même expert en relations internationales, votre avis? Écoutez, la question du journalisme, du vrai journalisme, est toujours posée en Afrique. Ce n'est pas une question que camerounaise. C'est seulement en Afrique, vous croyez? Je pense que sur d'autres cieux, les journalistes ne sont pas en danger. Le métier vit difficilement déjà. Les journalistes sur le continent africain vivent difficilement de leur métier. Beaucoup décrochent d'ailleurs parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur métier. Ensuite, quand on évoque le vrai journalisme, le journalisme de terrain, le journalisme qui est impartial, qui ne vit pas des retombées politiques ou de l'instrumentalisation de ces hommes politiques qui trouvent tout le bénéfice à pouvoir instrumentaliser justement la presse à leur profit, eh bien c'est difficile d'en trouver de vrais journalistes. Et dans ces conditions, c'est difficile d'exercer ce métier. Et dans un contexte aussi particulier qu'est le Cameroun, un chef de l'État qui s'éternise au pouvoir, qui maintient les grands électeurs, qui maintient les grands partis politiques à sa solde, qui maintient la presse également à sa solde. Vous avez évoqué tout à l'heure une liberté de la presse, mais c'est une liberté de presse analogue. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est aux manettes, qui choisit à quel moment il faut diffuser une information qui l'avantage, bien entendu, ou pas. Et
ça, dans ce contexte, vous avez un journalisme qui Oui, est mais non, nous avons quand même des chaînes de télévision telles que... Bien sûr. Il y a bien des chaînes de télévision qui ne sont pas à la solde du pouvoir. Hein. Ah oui, mais ça, c'est vous qui le dites. Mais ces chaînes existent uniquement parce que le pouvoir veut que ces chaînes existent. Donc, trouvez là où ça ne marche pas. Mais moi, je reviens sur votre question. Moi, je trouve particulièrement par rapport à cette affaire qui a été surmédiatisée, on est parfois resté éloigné du droit. Le droit ne veut pas forcément de la médiatisation ou de la surmédiatisation. Le droit... Oui, mais est-ce que vous croyez que s'il n'y avait pas eu cette surmédiatisation, on aurait eu droit à la fin de l'instruction? Certainement pas. Encore moins dans un pays comme le Cameroun. J'insiste vraiment là-dessus. Je pense que dans ce type d'affaires, il faut laisser les juges d'instruction faire leur travail. Les juges d'instruction ont été instrumentalisés. Un juge d'instruction qui est instrumentalisé, ça donne pas forcément une affaire qui soit forcément claire ou qui puisse être complètement impartial en fonction du droit. Et avoir plusieurs juges d'instruction, c'est déjà la preuve que le processus est complexe. Et quand vous avez les acteurs impliqués au sein de cette affaire qui parfois sont détenus, le jour d'après libérés, c'est autant de choses qui montrent que la justice au Cameroun ne vit pas bien. Je sépare les choses. J'évoquais tout à l'heure que le journalisme en Afrique et au Cameroun ne vivent pas du tout bien, mais la justice encore moins. Il n'y a pas de justice impartiale. Et c'est de ça il est question. Je pense qu'au-delà de la question du journalisme, ou au-delà de la liberté d'expression, c'est une affaire de droit. Et en droit, il faut absolument laisser les juges faire leur travail. Il faut absolument laisser les avocats aller au bout de leur quête, au bout de leur défense. Et je pense que c'est là le nœud de la question au Cameroun aujourd'hui. Au Cameroun, je pense que les avocats doivent véritablement jouir du droit justement pour exercer leur travail et pour défendre la cause qui est la leur. Et je pense que pour moi, en tout cas c'est subjectif, mais pour moi, cette instruction a trop duré, vraiment, parce que on avait déjà tous les éléments à disposition. Bah non, on peut pas dire qu'on avait tous les éléments, parce qu'à chaque fois, il y avait rebondissement. Il y avait beaucoup de commanditaires également en haut lieu. Donc il fallait accumuler les preuves pour les en tout cas, pour les mettre en difficulté. Oui, mais pour finir, pour sortir du sujet camerounais, certains estiment quand même que la fin de l'instruction, de l'information judiciaire et bientôt le début d'un procès, que c'est quand même une infime victoire, Ouda. Oui, je pense. Moi, je suis convaincue que c'est une victoire. Mais j'attends l'issue. N'est pas de cet avis, hein. Oui, c'est son droit. C'est son droit le plus absolu. Mais je reste prudente sur l'issue du procès, mais je maintiens qu'un an pour une information judiciaire qui implique encore une fois des acteurs de si haut niveau sur la scène nationale, des acteurs politiques aussi importants sur la scène nationale, et même des acteurs économiques aussi importants. Ouais. On a en tout cas l'ancien directeur de Télésud qui a été indexé. C'est quand même quelqu'un qui avait des ramifications, un réseau important, pas seulement au Cameroun, mais également sur le reste du continent africain. Donc arriver à faire tomber comme ça quelqu'un qui est à la tête d'une si grande fortune, et puis on a également des cadres de la DGRE également qui ont été le contre-espionnage, qui ont été indexés. Donc quand même, pour accumuler les preuves, pour que l'instruction soit solide autour de personnes aussi prominentes, je pense que an, ça n'est pas trop long. Qui a été interpellé également, qui se retrouve. Ça n'est pas trop long, ça n'est pas trop long. Voilà. Alors, nous nous rendons du côté du vieux continent. Là, nous sommes en Russie. Discours de Poutine à la nation, les mises en garde du chef du Kremlin à l'Occident. Alors, grande messe du président Vladimir Poutine. Au cours de cette messe, il a remis le couvert et surtout, il a parlé des priorités de la Russie. Quand vous avez la parole, vous la gardez. D'accord. Il faut dire que Vladimir Poutine est assez habitué de ce type d'exercice, qui est encore une fois une manifestation quand même du pouvoir semi-autoritaire qui est là en présence en Russie. Il faut restituer le cadre dans lequel il a fait ces mises en garde, en tout cas qui ont retenu l'attention d'un certain nombre de médias. C'est
la déclaration quelque peu exagérée du président français Emmanuel Macron, qui disait qu'il n'est pas exclu d'envoyer des soldats en Ukraine. Alors, il a été rembarré, en gros, par ses alliés, que ce soit les Américains juste après, quelques heures après, les Américains, le secrétaire général de l'OTAN. Oui, mais est-ce que c'était un ballon d'essai? Peut-être qu'il pourrait avoir la réaction de la Russie. Pas du tout, pas du tout. C'était pas un ballon d'essai? Pas du tout, ça n'est pas un... Non, donc il faut comprendre... dire qu'en relation internationale, il n'y a pas de ballon d'essai. Non, il faut comprendre les choses autrement. D'accord. Sur fond de guerre en Ukraine, ce qui se joue réellement, c'est une rivalité entre la France et la Russie sur d'autres terrains de guerre. Et notamment une guerre hybride, une guerre informationnelle. Donc, ici, en particulier sur le continent africain, alors empiriquement, c'est faux que la Russie prend tous les parts de marché à la France, c'est faux. Il y a les Turcs, il y a les Iraniens, il y a les Chinois, il y a les Allemands même qui talonnent beaucoup les Français, il y a l'Inde, il y a le Japon, donc empiriquement c'est faux. Mais pour des raisons géopolitiques, c'est la Russie et Wagner, qui est devenu Africa Corps, qui focalisent l'attention. Donc il s'agit quelque part de riposter à la Russie. Il s'agit de dire que le degré de conflictualité est passé à un autre cran. Je pense que c'est le message, le sous-texte en réalité, de ce que disait Emmanuel Macron au Kremlin. Donc, il faut voir ça autrement. Évidemment que seul, il n'a pas les moyens d'envoyer des soldats en Ukraine et qu'il disait ça de façon... Sinon, il se fera taper les doigts avec le grand frère américain. Et il s'est fait taper sur le doigt d'ailleurs. Et évidemment, donc il faut penser ça dans un autre contexte. Et puis, il faut dire également que la France est la victime au-delà de ce conflit informationnel sur le continent africain, il y a également tout un ensemble de piratage d'entreprises et d'organisations publiques, même des hôpitaux, etc., par certains hackers russes en France. Donc c'est dans le contexte réellement d'une guerre hybride qu'il faut comprendre ces déclarations du président français. Et voilà, une augmentation du degré de conflictualité entre la Russie et la France. Alors Hamzat, c'est vrai que quand on parle de la Russie, tu es toujours très attentif, tu as souvent un petit sourire. Si seulement les téléspectateurs pouvaient lire et les internautes pouvaient lire entre les lignes, on allait comprendre. Alors, il a profité pour faire des mises en garde à l'Occident, mais en tant qu'expert en relations internationales, est-ce que vous pouvez nous dire réellement qu'est-ce qui se joue en Ukraine? Déjà, je reviens sur vos propos. Mon sourire ne veut pas dire je m'identifie. Bah non, moi j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. C'est important d'être clair par rapport à certaines choses. Ceci dit, je trouve que ce qui se passe en Ukraine est dramatiquement proche de ce qui se passait dans l'entre-deux-guerres. La première? L'entre-deux-guerres, entre 18 et 1929. 39, pardon. À l'époque, je fais le parallèle parce qu'à l'époque, il y avait le ministre des Affaires étrangères, le premier ministre britannique, Chamberlain, qui était très actif sur le front, beaucoup moins. Les autres États européens étaient beaucoup moins actifs sur le terrain. Et quand le régime nazi était en train de prendre du terrain, beaucoup étaient modérés, il ne fallait pas riposter, il fallait négocier, etc. Mais derrière, le drame est arrivé et toute l'Europe est restée spectatrice, je vais dire, de ce qui est advenu après. Mais c'est pour dire que Emmanuel Macron est avant-gardiste. Moi, je trouve que ses propos ne sont pas démesurés. Il y a un drame qui se passe au cœur de l'Europe et même si l'OTAN s'implique, même si ces États européens ou occidentaux s'impliquent d'une certaine façon pour ne fût-ce que pour aider l'Ukraine à tenir défensivement, eh bien, il faut réagir. Moi, je trouve que la guerre a trop duré et si l'Europe reste dans cette posture d'observateur, dans cette posture de ceux qui ne font que constater le drame, ça risque d'être pire, parce que la situation aujourd'hui est déjà dramatique et ça risque de s'empirer. Je dis cela parce que Poutine et la Russie, bien entendu, sont dans un contexte géostratégique qui est propre à l'URSS, ce qu'on peut comprendre.
Mais ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que nous sommes en 2024 et nous ne sommes plus bloqués en 1990. Et aujourd'hui, la grande Russie, qui est le rêve de Vladimir Poutine, doit tout de même s'arrêter, ne fût-ce qu'au nom de ces milliers de morts qui tombent tous les jours ou tout le temps en Ukraine. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je trouve que même si les propos d'Emmanuel Macron sont des propos qui sont allés trop loin, je trouve tout de même que c'est important de rappeler à la Russie qu'il y a quand même une contre-force. Parce que c'est Bismarck qui évoquait cette théorie de la puissance, d'équilibre de la puissance, en cela où il dit, quand vous avez une super puissance qui est beaucoup trop forte et qu'en face, il n'y a personne pour faire le poids, et bien cette super puissance risque de gagner, ne fût-ce que psychologiquement. Mais là, en face, Macron est en train de proposer d'autres alternatives, en montrant notamment qu'il pourrait avoir la possibilité d'aller sur le terrain et d'affronter la Russie. Quoi que je puisse dire, la solution de la force ne va pas régler définitivement ce problème, mais il est surtout temps de prendre de prendre la mesure des choses pour que la Russie puisse entendre aussi raison, parce que là où nous en sommes aujourd'hui, ça risque d'être difficile d'aller uniquement sur la table de la négociation, parce que l'Ukraine a perdu beaucoup, ne fût-ce que sur le plan géographique. L'Ukraine a énormément perdu sur le plan humain aussi, militaire, énormément de pertes, et il est temps que l'Europe puisse s'unir pour faire front véritablement sur le plan diplomatique, sur le plan militaire contre la Russie. Alors, pour sortir de ce sujet, on se rappelle que lorsque les troupes russes subissaient quand même des défaites, on n'a quasiment pas entendu Vladimir Poutine. Est-ce que c'était un retrait stratégique parce qu'il était quasiment invisible? Alors, une fois que la Russie reprend du poil de la bête, Vladimir Poutine revient au devant de la scène et avec lui des mises en garde par rapport à l'Occident. Oui, c'est de la bonne politique, parce que effectivement, quand la Russie était en difficulté, ça s'est joué un basculement autour de l'été et de l'échec, malheureusement, de la contre-offensive ukrainienne. Il a recommencé, parce que quand il s'agit d'endosser des défaites, c'est pas le chef qui le fait, ce sont les sous-fifres. Et puis le tonton flingueur, c'était un peu le Medvedev, qui comme ça menaçait les Occidentaux de recours à l'arme nucléaire, et puis Poutine était en retrait. Mais dès lors que on a constaté l'échec de cette contre-offensive, on a vu que Vladimir Poutine a commencé à assumer ses victoires, puisqu'il s'agit là, en l'occurrence, en tout cas, de grandir sa propre stature aux yeux des siens. Donc c'est de bonne guerre politique. Mais sur ce que Hamzat disait, il faut quand même dire que ces déclarations d'Emmanuel Macron, alors même s'ils sont timides les leaders autour, ça n'empêche pas qu'on envoie des instructeurs en sous-main quand même pour aider la logistique, etc. ukrainienne. Et puis là, il y a quelque chose, une affaire assez importante qui risque, en tout cas certains observateurs ont peur que ça déborde, c'est cette conversation qui a été enregistrée par une journaliste de Russia Today concernant le soutien allemand à une invasion, en tout cas une opération spéciale en Crimée. Donc vous voyez que même si on est prudent en termes de déclarations, sur le terrain on fait quand même des choses. Et puis il faut dire quand même que toutes ces déclarations s'inscrivent dans un contexte international particulier, et c'est celui du recul de l'engagement américain à cause des problèmes internes au Congrès entre les républicains et les démocrates sur le vote de l'aide à l'Ukraine, et également en sous-main la présidentielle américaine. On craint, en tout cas pour les intérêts de l'Ukraine et un certain intérêts des alliés des États-Unis, ce qui se repose sur le parapluie sécuritaire et nucléaire américain, du désengagement, de l'isolationnisme de Trump. Donc ça fait peur. Donc les Européens essayent de se remettre sur la scène, de reprendre le leadership. Donc c'est dans tout ça que s'inscrit cette déclaration. Quoi qu'on dise, ça se passe en Europe, hein. Ça se passe pas en Amérique, hein. Donc ils doivent bien être au devant de la scène. Hein. Oui, mais n'oublions pas que quoi que ça se passe en Europe, les deux grandes guerres, c'était au cœur de l'Europe, mais les États-Unis se sont impliqués pour que cela puisse avoir une issue favorable, bien entendu, à la Grande Alliance. Donc, je trouve que c'est normal. C'est normal que les Européens revendiquent ou estiment que les États-Unis ne les soutiennent pas assez aujourd'hui et craignent surtout l'élection
prochaine, peut-être de Donald Trump, qui pourrait peut-être mettre fin à l'OTAN parce que c'était déjà inscrit dans son agenda. Bah oui, hein. Et nous sommes aussi, ça je finis là-dessus, nous sommes dans un changement de paradigme de l'ordre international. Ça, on ne le dit pas assez, mais ce qui se passe en Europe est en quelque sorte le reflet de la santé de l'ordre mondial aujourd'hui. Je pense qu'on a un ordre mondial qui est fracturé, qui est divisé, même au sein des Occidentaux. Les voies sont multiples et ça n'augure rien de bon. Je pense que c'est désormais aux États du Sud de se saisir de cette opportunité unique parce qu'en 2 siècles de domination de l'Occident, c'est la première fois qu'une véritable fenêtre s'ouvre pour le Sud, pour s'inscrire également dans l'agenda mondial et surtout pour imposer ses idées au reste du monde. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a le feu au cœur de l'Europe que les États du Sud doivent s'impliquer dans ce type de conflit. Au contraire, ils doivent prioriser leur développement, prioriser leur propre agenda pour, bien entendu, favoriser leur population. En d'autres termes, s'il pleut en Europe, c'est pas aux États du Sud de recevoir. Mais attention, s'il y a des bombes atomiques en Europe, attention, on pourrait quand même avoir des nuages qui... Alors, l'escale de cet après-midi nous conduit en Amérique latine. Là, nous sommes au Mexique. 2 femmes en lice pour le fauteuil présidentiel prévu le 2 juin 2024. La campagne pour l'élection présidentielle a démarré le 1er mars. C'est le mois de la femme, Ouda. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, moi, j'ai une position un peu, bon, à travers le temps, un peu ambiguë sur cette question-là, moi de la femme et tout le reste de l'année, etc., etc. Mais bon, est-ce qu'il ne faut pas une journée pour mettre en lumière les combats? C'est là qu'il faut vraiment centrer le débat. C'est pas une journée de folklore. Moi, je veux pas recevoir des fleurs ou des bonnes fêtes. C'est pas ça que je veux. Ce qu'on veut, c'est une égalité salariale. Ce qu'on veut, c'est l'absence des discriminations. Ce qu'on veut, c'est vraiment en termes de droits. L'égalité en termes de droits et vraiment la mise en lumière de nos valeurs également, en tout cas sur la scène publique. Mais également, bon, toutes les discriminations également dans la sphère privée, dans le foyer, les violences, etc., que les femmes subissent. Donc sur la question du Mexique, bon, être femme n'est pas un programme, hein, ça n'est pas un programme. Même si la représentativité est importante, il faut susciter des vocations et ça ouvre le champ des possibles, eh bien, aux jeunes filles qui regardent, parce que lorsqu'elles vous voient là, elles se disent mais moi aussi. Je peux y aller, donc ça brise un plafond de verre psychologique, donc c'est quelque chose de très important. Toutefois, ça ne fait pas, encore une fois, un programme. Alors, 2 femmes, alors il y a de grandes chances que l'une d'entre elles, effectivement, succède au président López Obrador, toujours très, très populaire. Il faut voir comment, eh bien, elles se débrouilleront face au problème de la violence quand même endémique. Bon, on parlait du cas mais du Cameroun. Elles ont 3 mois, elles ont 3 mois pour battre campagne quand même. 3 mois pour battre campagne, oui, ce sera très long. C'est énorme parce qu'ailleurs c'est souvent 2 semaines. Oui, voilà. C'est souvent 2 semaines, donc là ce sera très long. Et puis il faut dire également que l'accession au pouvoir, en tout cas la magistrature suprême des femmes en Amérique latine n'est pas une exception. On a vu le cas de Dilma Rousseff, on a vu, en tout cas ça c'est pour le Brésil, on a vu en Argentine Cristina Kirchner, donc ça n'est pas non plus une exception, c'est une bonne chose à valoriser encore une fois, à saluer, et ça n'est pas une exception non plus. Et encore une fois, il va falloir montrer autre chose que son statut de femme. Alors, justement, il va falloir montrer autre chose que son statut de femme. Alors, pour succéder au président Andrés Manuel López Obrador, comme l'a dit Ouda tout à l'heure, nous avons quand même 2 femmes. Oui, c'est pas donné. Il y a celle de gauche et celle de droite. Alors, dites-nous un peu, Hamzat, en tant qu'expert en relations internationales, lorsqu'on regarde un peu la géographie de ce pays qui est un pays vraiment ouvert aux gangs, cette élection va se jouer sur quoi? Ah oui, premièrement sur la sécurité, parce que le Mexique reste cet État dans lequel règne vraiment l'insécurité, le féminicide surtout, et c'est une bonne nouvelle pour les femmes de voir probablement à la tête de l'État. Je dis probablement parce que le risque n'est jamais exclu au Mexique. On a vu des candidats se faire tuer.
Je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais voilà, il y a vraiment la probabilité que l'une de ces deux femmes accède à la magistrature suprême. Mais le Mexique, c'est un pays qui a un énorme potentiel, mais qui malheureusement n'arrive pas à profiter de ce potentiel pour se mettre à la carte en réalité. Et c'est le drame hein, de ce pays qui est traversé par les gangs du trafic de la drogue et cette insécurité constante, même au cœur de la capitale, qui est flagrante. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je pense que cette élection, ce n'est pas une question de femmes en réalité, c'est une opposition d'idées. Vous avez parlé tout à l'heure de la gauche et de la droite. Au Mexique, l'affrontement est perpétuel entre la gauche et la droite. Mais encore plus à gauche, vous allez constater qu'il y a une réelle volonté d'alternance qui est demandée à la tête du parti du président sortant. Et je pense que les idées de la représentante du parti de la gauche sont des idées qui ne rejoignent pas forcément celle du président sortant, parce que je pense qu'elle est plus à droite de la gauche qu'à la gauche de la gauche. Donc je trouve que oui, c'est une bataille d'idées qui va se faire déjà au sein du parti, qu'elle a remporté en partie, puisque là, elle est désignée pour aller au combat. Et je pense qu'en face, elle va peut-être subir le bilan de son prédécesseur, parce que oui, mais au niveau du bilan, un bon bilan. Il est plus trop populaire. Alors certains, alors, sur certains, c'est sympa. Alors un socialiste mais a le devoir il est d'être très populaire. Mais en termes de bilan, je ne pense pas que les chiffres de la criminalité aient régressé. Je ne pense pas qu'on soit plus en sécurité à Mexico en 2024 qu'en 2020. Donc je trouve au niveau de la gestion de l'insécurité, c'est pas un bilan si reluisant. En revanche, au niveau de l'économie, il y a de la lampe, il y a il y a des chiffres qui montrent que oui, le Mexique peut pas que se porte bien, mais peut se porter bien. Peut se porter bien par rapport à l'avenir. Mais on n'est pas du tout sorti de l'auberge, parce que les défis restent énormes au niveau économique et au niveau politique également. Les défis restent énormes. Je ne pense pas que les institutions au Mexique se portent tellement bien. D'ailleurs, ce scrutin à une nominale à un seul tour fait partie de ces épineuses questions de la démocratie qu'on se pose tous les jours. Est-ce que ça épouse fondamentalement les véritables règles du jeu en matière de démocratie? Et ça, l'avenir nous le dira. Généralement, quand on parle de démocratie, on met toujours l'alternance devant. On sait quand même qu'au Mexique, même si il y a pas, même si la question sécuritaire reste et demeure, l'alternance quand même, c'est quelque chose. C'est facile au Mexique, à cause du mandat unique, en fait. Alors, voilà, c'est le mandat unique qui fait que c'est facile. Oui, Hulda, moi je voulais savoir, nous savons tous qu'au Mexique, même si l'État fédéral est puissant, à côté de ça, il y a plus puissant que l'État fédéral. Oui. Je veux parler des cartels. Oui. Alors, dites-moi un peu, est-ce que la bataille de cette présidentielle 2024 pourra échapper à la loi des cartels? Si oui. Non, ça va être compliqué, parce que déjà, il y a des accusations, en tout cas de financement de cartels, en tout cas par les cartels de la candidate justement en question, la dauphine de López Obrador. Je pense qu'il y a une telle imbrication, une telle interdépendance entre la classe politique et puis ces gangs que ça va, en tout cas, dissocier les deux se fera sur le temps moyen, voire sur le temps long. C'est pas quelque chose que l'on peut espérer de façon soudaine. Il faut quand même dire sur le cas du Mexique que le Mexique est probablement à cause de sa situation géographique, dans une espèce de tiraillement. Parce que même si on est à gauche, même si on porte certains idéaux, qui peuvent se rapprocher par exemple du président Lula, à savoir porter un ordre alternatif, pas seulement économique mais également géopolitique, étant donné qu'on est dans l'ALENA, en tout cas l'alliance de libre-échange nord-américain avec le Canada et les États-Unis, dominée par la puissance américaine, c'est quand même difficile, et étant aussi près, et on connaît
en tout cas toutes les doctrines qui ont prévalu, présidé à une certaine domination de l'Amérique latine et de l'Amérique du Sud par les États-Unis, c'est quand même difficile, même si vous êtes un président qui a d'autres idéaux, de s'extraire quand même de cette logique-là, de cette dépendance vis-à-vis des États-Unis, être à la frontière sud des États-Unis, avec les enjeux géopolitiques que l'on sait aujourd'hui, même en étant de gauche, c'est difficile de promouvoir un système alternatif. Donc c'est réellement le positionnement géographique du Mexique qui en sandwich quelque part entre un sud qui s'émancipe avec une gauche quand même revigorée par rapport à d'autres espaces dans le monde où on a une montée en puissance du populisme quand même, populisme de droite. Et là c'est plutôt le populisme de gauche, mais néanmoins on a quand même une gauche en Amérique latine, voilà, mais une difficulté à s'assumer, à pleinement porter ses idées, je pense, à cause de cette tutelle américaine qui demeure. Alors, comme l'a dit Hulda, pour sortir de ce sujet mexicain, nous avons eu du côté du Brésil il y a quelques années une dame qui était présidente. Nous avons eu du côté du Chili. En ce moment, au niveau du Pérou, nous avons une dame qui est présidente. Pourquoi au Mexique, pourquoi le choix du Mexique s'est fait tardivement comparé à ces autres pays? Est-ce que c'est pas une façon pour les hommes politiques mexicains, même je veux parler des hommes, hein, hommes avec petit M, petit H, qui ont décidé que cette fois-ci nous allons un peu mettre une femme devant pour voir quel est le résultat que ça pourrait donner? Alors franchement, je ne saurais répondre à cette question parce que je ne suis pas au fond des instances politiques au Mexique pour pouvoir savoir pourquoi c'est maintenant que le choix des femmes a été effectué. Mais ce que je peux dire en revanche, c'est que l'Amérique latine, traditionnellement, n'est pas une société patriarcale. Beaucoup l'oublient. L'Amérique latine a longtemps eu, ou a toujours eu des leaders féminins, a longtemps eu des leaders politiques féminins, et ce n'est pas du tout une surprise en réalité de voir des femmes au sommet de la gestion de l'État. Il y avait des femmes qui géraient déjà de très grandes institutions dans de grands États d'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, entre autres, pour ne citer que ces pays. Alors, c'est vrai que le Mexique, géographiquement, n'est pas forcément un État de l'Amérique latine, mais je pense que culturellement, la tradition reste la même. Au Mexique, les femmes ont un rôle très important au sein de l'économie, ont un rôle très important au sein même de la politique. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas, j'insiste vraiment là-dessus, ce n'est pas l'aboutissement d'une cause du genre ou du féminisme politique, non, du tout pas. Je pense que c'est en matière de la lutte des idées que ces deux femmes sont aujourd'hui là où elles sont. Et Hulda a bien fait de rappeler que oui, la gauche populiste prend de plus en plus en Amérique latine. Mais ici, je pense que la droite en Amérique latine est en train de prendre beaucoup de pouvoir. On l'a vu au Brésil, déjà, cela a été illustré par une gestion catastrophique d'une ultra-droite parvenue au pouvoir. Mais je veux dire que la droite prend énormément de place en Amérique latine à cause de deux enjeux, l'économie et le chômage. Vous savez, le bilan du président sortant n'est pas un bilan reluisant. Je continue d'insister là-dessus parce que en termes j'avais parlé de l'insécurité qui n'a pas su régler, ça c'est une certitude, mais en termes du taux de chômage, on constate en effet au Mexique qu'il y a une explosion de ce taux de chômage qui n'a pas été contenu, et même si les chiffres portent à croire qu'il y a une croissance, la croissance ne reflète pas forcément la réalité sociale du terrain. Et il suffit juste de jeter un coup d'œil au taux d'immigration qui a également explosé. Les Mexicains ne veulent plus rester au Mexique, et ça, c'est des indicateurs. Oui, mais ça date pas de maintenant. Et c'est pas seulement les Mexicains. Ça date pas de maintenant, hein. C'est pas seulement les Mexicains qui se bousculent à la porte mexico-américaine, c'est toute l'Amérique latine et l'Amérique du Sud. Justement, ce que je souligne, c'est que les Mexicains ne partent plus seulement aux États-Unis. Ils partent également dans les pays périphériques de l'Amérique latine. Et c'est véritablement des signes qui montrent une nouvelle fois que la gauche au Mexique a tout de même échoué. Pour moi, la gauche au Mexique a échoué. J'espère qu'en étant de la droite, de la gauche, elle pourra créer une sorte de nouvel dynamisme, un nouveau dynamisme, j'allais dire, pour tout de même juguler la question du chômage
des jeunes. Et je termine là-dessus en évoquant la question de l'immigration. C'est vrai qu'il n'y a pas que les Mexicains qui immigrent aux États-Unis, mais vous savez, la droite est plus convaincante en matière de politique immigratoire que la gauche aujourd'hui. Et je pense que ça va être véritablement le nœud de la bataille. Au-delà des chiffres économiques, au-delà des chiffres liés à l'insécurité, la bataille sur les chiffres de l'immigration va être très importante pour la suite, encore plus que les États-Unis sont à pied d'œuvre pour que le Mexique trouve une véritable solution pour régler ce problème. Vous voulez renchérir, Olda? Non, juste simplement que l'immigration, c'est pas un problème mexicain, c'est un problème états-unien. Que les États-Unis essaient de reporter sur le Mexique, mais c'est pas un problème interne vraiment mexicain, à part celui de la fuite des cerveaux, c'est surtout un problème américain. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de cet après-midi où nous nous sommes rendus au Togo, au Cameroun, en Russie et nous avons terminé par l'Amérique latine, plus précisément au Mexique. J'ai reçu pour vous Hulda Mama, elle est experte en relations internationales, et Hamzat Abdoulaye, expert en relations internationales également. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours à l'écoute et suivez les programmes de ZAE Télévision. Retrouvons-nous le lundi prochain quand il sera 16h.